Salut tout le monde, ici Joris. Eh bien, dans cette petite vidéo, je voulais partager aujourd'hui sur le design d'un écolieu, design que j'ai pu finaliser cet été après quelques mois de travail. C'est un travail quand même assez approfondi, qui s'est étalé sur plusieurs mois pour une petite famille qui s'implante dans le Finistère, avec l'objectif assez ambitieux de pouvoir produire la quasi-totalité de son alimentation, on va le voir. En plus, en créant différents espaces, différentes esthétiques, différentes ambiances, et puis aussi créer un lieu qui soit bon pour le vivant, puis pour la biodiversité. Voilà, donc je vais commencer par faire une sorte de présentation très générale du contexte de base, du design après, une fois finalisé, et puis faire des focus sur un certain nombre de points techniques. Alors, je trouve que c'est assez intéressant de partager. Alors, un instant, on va hop, partager ça tout de suite, et voilà. Alors, commençons, voilà, on va commencer correctement par la carte de base. C'est pour vous situer le contexte dans lequel on est. On a un peu plus de 2 hectares. Le site est assez vaste, hein, j'entends, pour une famille. Avec, là, je suis en train de délimiter les limites de parcelles. Alors, voilà. Donc finalement, vous avez, hop, là, et puis le petit décroché, la cloque. Donc vous avez cette parcelle-là et cette parcelle-là en clair. Avec un hangar agricole qui est situé ici. Sachant qu'on est dans un milieu pavillonnaire périurbain, voilà, qu'on peut déjà un peu le distinguer sur la périphérie. On est dans le Finistère, donc climat océanique clair et net. Hein, et puis, alors les petits zigouigouis là en vert, c'est juste parce que j'ai caché les numéros des les références cadastrales des parcelles. C'était à la demande du client pour que ça soit présenté de façon anonymisée, hein, mais donc ça ne représente rien, hein, soyons clairs. Et puis donc en orange, vous avez bien les limites des parcelles hein, au cadastre. Vous avez beaucoup de boisement spontané qui s'est développé sur la parcelle. Alors ça reste des jeunes arbres et des petits arbres, hein, c'est pas une forêt nature. Une bonne partie qui est à être laissée, sauvegardée dans le design. On a aussi une rivière qui coule grosso modo dans l'axe nord-sud. Hein, la photo est orientée au nord, hein, comme ça. Sachant que sur le site, au niveau des règles d'urbanisme, ne peut construire des bâtiments d'habitation seulement dans cette partie-là en haut du site. On a 2 points d'accès à la voie publique ici et là. Faut composer aussi avec le fait qu'il y a quand même, on voit tout un voisinage autour, donc faut faire attention au minimum de pas causer de troubles anormaux du voisinage. Voilà, ça a été assez impactant, on verra dans le design. Que dire d'autre? Ben, sinon on est ici sur de la prairie, dans cette grande partie-là, et puis dans cette partie-là, et aussi là aussi. Il y a aussi un peu de déclivité. Donc le point bas du terrain, c'est par ici, puis par là on remonte, et par là on remonte aussi, avec des courbes de niveau qui sont grosso modo en arc de cercle, comme ça. Avec une différence de niveau de 6 mètres entre le point le plus bas ici et le point le plus haut du terrain, par exemple ici. Voilà pour le contexte de façon très générale. Hop, et sans faire durer le suspense trop longtemps, voilà le plan finalisé. Alors, bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Déjà quelques précisions. Donc l'implantation du bâtiment, alors ça c'est pas ma décision, c'est la décision de l'architecte. C'est de le positionner ici, partie centrale du terrain, et puis dans une des parties où on avait de toute façon le droit au niveau des règles d'urbanisme de construire. À noter que ce qu'on va trouver ici en orange, ici, là et là, eh bien c'est l'implantation de bâtiments futurs potentiels. Bon, j'ai juste laissé l'espace libre, pas de plantation. Là. Ensuite, donc dans les grandes lignes, vous avez le fait de recréer une haie bocagère sur la périphérie du site. Alors, il y a des parties où c'était pas nécessaire parce qu'il y avait déjà une végétation probablement spontanée qui était déjà bien présente, mais d'autres parties au contraire où c'était intéressant de planter. Ensuite, à l'intérieur, eh bien, on va trouver un système hydrique, récupération des eaux pluviales, donc sur toute la toiture ici de notre hangar agricole, et un système, bon, je le préciserai un peu plus tard, mais encore une fois, là, je suis vraiment dans les grands éléments, mais qui va permettre d'irriguer après les serres et un verger potager qu'on a ici, donc autre élément, le verger potager ici,
une localisation qui soit assez pratique, pas dans les parties trop détrempées et trop boisées qu'on a ici. On veut aussi quelque chose qui soit proche et très facilement accessible, que ce soit un endroit fréquenté au quotidien, ce qu'on appelle la zone 1 dans le design en permaculture. Donc finalement, on s'est mis d'accord assez logiquement pour arriver dans cet espace-là, avec cette orientation qui grosso modo s'inscrit le long des courbes de niveau. Ensuite, il y a des parties pré-vergers, on voit ici, ici et ici, avec élevage de moutons. Il y a dans deux espaces. Cet espace-là, alors c'est pour ça qu'il y a les petits pointillés ici, vous voyez, c'est l'espace il y a un espace d'élevage de moutons là, et un autre espace d'élevage de moutons par ici, qui servent uniquement pour faire de l'éco-pâturage. Autre grande zone, eh bien, c'est partie, disons, de type jardin-forêt, assez dense, ici, qui compose avec le fait qu'on a déjà beaucoup de boisement, beaucoup de végétation. Et autre grosse zone, c'est l'élevage de volailles et de lapins aussi. Donc, on a mis en place un système de rotation multi-espèces que je vais vous expliquer. Voilà pour les grandes lignes, sans oublier bien sûr aussi on parlait d'eau, et bien c'est les mares. Création d'une première mare avec un dessin bien délimité ici, juste au sud du verger potager. Non pas pour amener de l'eau dans le verger potager, hein, mais pour un objectif biodiversité. Et puis aussi, on se retrouvait avec les ovales comme ça de couleur bleue. C'est des implantations, moi je trouverais pertinentes pour de futures mares sur le terrain, dans le même modèle que celle-ci. À noter que le rectangle ici, c'est pas une mare, mais c'est une phytoépuration. Ça aussi, décision de l'architecte, c'était pas ma partie. Voilà pour les grandes lignes. Ah oui, sans oublier aussi le fait de laisser de la place pour du vivant, hein, les fameuses zones 5 en permaculture, donc des zones qu'on touche pas, hein, on donne la place au vivant, à la nature sauvage. Et il y a plusieurs gros espaces ici, là, qui correspondent en plus à différents types de biotopes, voilà, qu'on a décidé de laisser en tant que zone sauvage. Alors, maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail. Pour les haies périphériques, dans les grandes lignes, on avait donc plusieurs sections de haies. J'aime bien travailler comme ça, c'est pas homogène sur tout un terrain, nécessairement les haies. Vous pouvez avoir différentes compositions de haies selon les espaces. Ici, dans cette haie-là, on est sur un espace qui va être fréquenté au quotidien. Arrivé ici en véhicule, on se gare par là. Donc voilà, c'est un espace qui est vraiment fréquenté au quotidien, mais en même temps, on est juste à proximité d'un voisin. Et si on était sur une haie assez haute, classique, eh bien ça serait problématique parce que elle occuperait tout l'espace ici, on n'aurait pas la place pour le parking, ça serait compliqué. D'où le choix, quand on combine fréquence d'usage au quotidien et contrainte d'espace, de partir sur une haie, toute petite haie qui va faire 1 mètre, 1 mètre 50 grand max, partir sur des plantes de la famille des éricacées, des plantes acidophiles qui apprécient des substrats acides, donc en apportant un terreau adéquat pour ça. Donc famille des éricacées avec de la myrtille arbustive, et puis aussi de l'érelle rouge et de la canneberge, en partie plus basse, plus couvre-sol. Et puis ici on va avoir là et là donc des haies qui vont avoir à la fois une fonction brise-vent, brise-vue et une fonction un peu fruitière aussi, des espèces comme la mélanchée à feuilles d'aulne ou l'arbousier. Et ici, dans la partie, disons, sud-est et sud, eh bien là, on est avant tout sur des espèces bocagères, c'est avant tout sur un objectif brise-vue, brise-vent et biodiversité. Avec globalement, donc dans toutes ces haies-là, l'objectif de d'étaler les floraisons aussi sur les 12 mois de l'année pour les pollinisateurs. Après, pour parler du système hydrique, revenons à ça, parce que ça a été assez structurant dans le design. On a une rivière donc, qui coule ici, donc voilà. Le parti pris, c'est de pas piocher dedans, pour beaucoup de raisons. Déjà pour des questions réglementaires, puisque dès qu'on va commencer à piocher dans une toute petite rivière, hein, je précise, hein, c'est une toute petite rivière, on risque assez vite de pomper une partie assez conséquente du flux, et ce qui derrière amène sur des procédures soit de déclaration, soit d'autorisation de prélèvement qui sont un peu compliquées. En plus, c'est une eau qui est assez irrégulière au fil de l'année. Ça peut être complètement à sec en été et on peut avoir beaucoup d'eau en hiver.
Donc c'est assez irrégulier. En plus, problématique, il y avait des êtres vivants là-dedans, quand il y a de l'eau, j'entends. Et puis c'est une eau, en plus, beaucoup de matière en suspension. Donc il y a aussi beaucoup de turbidité au niveau de l'eau, ce qui est aussi un problème au niveau technique. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on n'est pas allé sur le fait de piocher sur le ruisseau, outre le fait que ça impacte aussi le cycle de l'eau à une échelle plus large. Donc l'objectif pour tout ce qui est irrigation en extérieur, le bâtiment lui a son propre système spécifique de récupération d'eau pluviale sur la maison avec cuve enterrée à côté du bâtiment. Et donc on dissocie ça du système autonome de tenue en eau pour l'irrigation en extérieur. L'idée étant que ici on a une belle superficie, 80 mètres carrés à vol d'oiseau, sur le hangar agricole. Donc c'était simple ici de mettre des gouttières sur le côté, descendre d'eau pluviale et amener ça ici au niveau d'une citerne souple, qui on est parti ici sur du 20 mètres cubes, ce qui paraissait assez suffisant pour tenir même en cas d'une sécheresse longue totale sur 3 mois. Je pense que vu l'actualité de cet été, c'est quand même plutôt bienvenu. On a un tuyau d'aspiration ici qui nous amène, je vais faire un petit zoom là, sur là une pompe de jardin, posée à même le sol, avec son petit programmateur à pile, et qui va permettre de pouvoir alimenter une pompe qui a plusieurs sorties. Une sortie donc pour une lampe d'arrosage, une sortie avec programmateur pour une serre de production, et une sortie donc pour le verger potager, avec les 2 lignes, hop, c'est tout simple. Et sur les lignes, on va pouvoir piquer des asperceurs. Là, juste 3 asperceurs sur chaque ligne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça va permettre, hop, de pouvoir assurer l'irrigation avec le minimum de matériel. Et donc aussi le minimum de budget. Si c'est fait, je pense que l'irrigation par aspersion, si c'est fait correctement sur un système en sol vivant comme ici, aux bonnes heures, il faut vraiment au maximum le faire sur le tout début de matinée au lever du soleil, ça peut rester quand même, je trouve, raisonnable en termes de volume d'irrigation. Que dire d'autre sur le système d'irrigation? Écoutez, non, c'est l'essentiel. La lampe d'arrosage, je précise, elle est utile aussi bien pour l'extérieur que pour dans la serre à semis qu'on a ici. Voilà, le choix était de partir plutôt sur ce mode d'irrigation-là. Ensuite, ce qui va permettre d'assurer la tonte, en fait, sur 2 grands espaces, et c'est donc l'élevage des moutons, qui servent exclusivement pour faire de l'éco-pâturage. On a une zone ici, vous voyez, délimitée comme ça, et puis son abri central en autoconstruction qui va être fait en bois. L'idée étant non pas de mettre une clôture tout autour, ça serait pas du tout pratique et ça coûterait très cher, mais c'est simplement la zone où il y aura de l'élevage de moutons, et après, concrètement au quotidien, à partir de l'abri, on va avoir une rotation intensive des pâturages qui va s'organiser, un filet mobile, qui va permettre d'encadrer les moutons, et comme ça, c'est un peu sur le mode du camembert. Mettons, sur une telle semaine, eh bien, on va faire comme ça un losange ici. Puis la semaine suivante, on va faire un losange là. Voilà. Et ainsi de suite, on va pouvoir pâturer tout l'espace. Une fois qu'on a pâturé tout l'espace une fois, on bouge les moutons dans le deuxième abri qui se trouve ici. Et là, rebelote, on va faire une rotation tout en cherchant à ne pas impacter les zones qu'on a laissées en zone 5, en zone sauvage. Ensuite, donc les parties d'ailleurs type pré-verger, comme on a ici, avec quelques fruitiers. Voilà, c'est ceux qui sont numérotés ici avec des grandes tailles. Eh bien, un point d'importance ici, c'est surtout de bien faire attention à leur protection, parce que mettre un simple manchon de protection classique va pas suffire contre des moutons. Les moutons ont tendance soit à se frotter dessus, se frotter contre les arbres, même avec leur manchon de protection. Ça peut déraciner un très jeune arbre. Ça peut être assez problématique, donc faire attention à avoir peut-être un double manchon de protection, comme j'ai préconisé. Voilà. C'est un point d'attention en tout cas important, et pas être naïf sur l'impact que peuvent avoir des moutons, d'autant plus qu'ils sont adultes, hein, ils sont achetés adultes ici. Voilà. Sachant qu'on est parti sur, attendez, de mémoire, oui, 4 moutons. 4 moutons.
adultes. Alors, autre aspect du système, donc le verger potager ici, de toute façon ça c'était déjà, pour que ce soit une surface suffisante à la base, on parle de la contrainte de production, pouvoir potentiellement atteindre 100% d'autonomie sur le légume, ça il n'y a pas besoin d'une grosse superficie pour une famille de 2 parents, 2 enfants, on est sur de l'ordre de 300 mètres carrés, pardon, si c'est fait, si c'est bien. Alors après, si on a bien gradé le sol, si on gère si on a mis en place une bonne rotation de culture, si on a de l'expérience, etc., hein, j'entends, hein. Mais c'est faisable si le système est bien optimisé. Et puis, tout ça est encadré par de la ligne fruitière, où on va avoir des arbres fruitiers de petite taille, on part sur de la moyenne tige, donc au départ des branches charpentières entre 80 et 100 cm au-dessus du sol, et puis après du petit fruit entre ces arbres fruitiers. Voilà, une disposition classique hein, pour du verger potager qui permet de concentrer tous les petits fruits finalement dans cet espace-là, en plus de l'espace petits fruits spécifique voilà, qu'on avait vu ici à côté du parking. Ok. Bon après toujours sur le végétal, au quotidien, pensez aussi l'aspect composteur, l'aspect aussi avoir une haie pour brise-vent juste à côté du bâtiment qui permettent d'arrêter les vents en période hivernale, ce qui est intéressant pour la thermique du bâtiment, c'est un des principes de l'architecture bioclimatique. Avoir ce qu'on appelle des buissons à infusion, des petits arbustes finalement, dont le feuillage peut servir à faire des infusions, comme le thé, et oui, ça pousse très bien en Bretagne, le maté, l'osmande parfumée, ou encore le mandarinier chinois. Les bacs d'aromatiques vivaces, ici, juste à côté de la future cuisine. C'est logique. En même temps, le souhait est de garder un espace libre, à la fois en termes de perspective paysagère depuis la maison, puis comme espace de convivialité, espace de jeu. Un espace aussi pour faire du vermicompostage. Alors, pour le vermicompostage, c'est assez simple finalement. On fait 2 andins en extérieur. Ces andins sont composés... alors, le plus optimal d'après les travaux de recherche agronomique que j'ai pu trouver, c'est donc de 10% de fumier de volaille et 90% de foin. Sinon, deuxième choix, on peut avoir 30% dans le volume, hein, j'entends, 30% de fumier de cheval et 70% de foin. Ça va servir à la fois de substrat, d'habitat et de nourriture, en même temps pour les vers de compost. Donc c'est bien l'espèce Essenia foetida, hein, les vers rouges de compost. L'objectif étant de produire 20 kg de ces vers chaque mois. Alors sur la période où ils sont actifs, donc c'est on a planifié ça entre avril et septembre, pour avoir une fournée, disons, de 20 kg chaque mois, qui vont être amenés en élevage de volailles qui se trouve juste à côté. D'ailleurs, pour expliquer un peu mieux le système, j'ai une petite illustration. Alors. Voilà la petite image du modèle d'abri mouton. Mais alors, pour mon histoire voilà. Pour l'histoire du vermicompostage, hop. Le petit schéma. C'est-à-dire que on va avoir donc notre andin, dans lequel vont se développer la population de vers de compost, une fois que dans le système en vitesse de croisière, eh bien, pour un andin, on est sur un cycle de 2 mois, dans la période, comme j'ai dit, entre avril et septembre. La population donc se développe, super. Au bout de 2 mois, donc, on fait un petit apport de matière organique très fraîche, type déchets de culture, déchets de cuisine, épluchures, etc. Sur le côté comme ça. L'objectif, c'est de faire quelque chose de très appétant pour les vers, pour que le gros de la population aille dans cette nourriture fraîche. Hop, une fois qu'on voit qu'il y en a pas mal, hop, on décale vraiment tout, comme on le voit sur le schéma de droite, là, pour vraiment encore plus les attirer sur le côté là. Et puis une fois qu'on pense que, effectivement,
on a une bonne quantité, c'est assez empirique, hein, on va pas s'embêter à peser, eh bien, on prend le tout, on s'embête pas à trier entre les déchets de culture, déchets de cuisine et des verres, on prend le tout, et hop, on va donner ça à manger aux volailles. En une ou plusieurs fractions, hein, parce que quand même 20 kilos pour un petit élevage, ça fait quand même beaucoup, en une fois. Sachant que même s'il y a une grande partie de la population qui aura migré comme ça dans ce thème de matière fraîche, il en restera quand même quelques kilos de verre de compost qui seront toujours présents dans l'andain de base. Et c'est dans de base. Du coup, il y a toujours une population de base et on va renouveler l'andain. Parce qu'au bout de 2 mois, il faut bien voir que le volume de l'andain, comme j'ai dit, mettons 10% de fumier, 90% de foin, mais il a beaucoup diminué du fait du compostage. Et donc, on va ramener de la matière fraîche là-dessus, que va recoloniser la population restante. Et voilà, et le cycle repart comme ça. Et on fait une rotation, ça nous permet d'avoir andin numéro 1, production, mettons, fin avril. Andin numéro 2, production fin mai, et ainsi de suite, comme ça on fait une rotation. C'est un andin sur 2 qui produit chaque mois. On a aussi fait, comme vous pouvez le voir sur le compte rendu, du ver de farine, parce que oui, effectivement, on peut faire de l'élevage domestique de ver de farine, c'est l'espèce Tenebrio molitor. Alors ici en l'occurrence, c'est pour l'alimentation humaine. Alors c'est assez particulier. Alors je précise bien que c'est l'élevage du Tenebrio molitor pour la consommation humaine a été autorisé par l'Union européenne récemment, donc a priori c'est ok en termes sanitaires. Et on est sur des cycles de production très très rapides. Donc c'est vrai que ça peut être assez optimal. Bon, après on est dans un contexte particulier puisque pour qu'on ait une production optimale, il faut qu'on soit sur une température ambiante très très stable entre 20 et 25 degrés Celsius. Donc dans un contexte domestique comme ici, concrètement, ça se fait chez soi. Ça se fait dans la maison, même si quitte à ce que ça soit dans un local particulier, un local technique. Et finalement, c'est assez simple, on va faire 4, là en l'occurrence on est parti sur 4 caisses, en tout cas on va faire ça dans une caisse plastique aérée. Et on va comme ça faire une rotation pour avoir une production par caisse chaque mois. Voilà, ça permettra comme ça de faire ces rotations, potentiellement sur les 12 mois de l'année, puisque on n'est pas dépendant ici de la saisonnalité pour cet essaimage-là. Et potentiellement, effectivement, ça permet de produire chaque mois quelques kilos de verre de farine. Alors, après, vous avez vu, si je reviens au plan, on a l'élevage, donc volaille et lapin juste à côté. Alors, l'idée étant d'avoir un espace abrité central avec grillage, donc quelque chose de costaud par rapport aux différents prédateurs des volailles. Un couvert agroforestier autour, avec des espèces telles comme le mûrier noir ou le mûrier blanc, qui vont permettre en plus d'apporter non seulement de l'ombrage, mais aussi une protection contre les rapaces, et aussi une fourniture de fourrage qui peut être donné à manger donc aux volailles. Leur feuillage peut être donné à manger aux volailles. C'est un complément alimentaire intéressant. Et puis, le petit pointillé autour, c'est l'espace de rotation intensive des pâturages, parce que, un peu à l'image de ce qu'on avait au niveau des moutons, l'idée étant de partir sur un filet mobile pour les espèces de volailles. L'espèce de volaille, on va avoir de la poule pondeuse, du poulet, du canard et de l'oie. Et donc, vous avez 4 sorties. On a notre espace central ici, puis une sortie à l'ouest, une sortie au nord, au sud et à l'est. Donc 4 portillons qui vont permettre comme ça de pouvoir faire cette rotation depuis cet espace central avec les filets mobiles, et comme ça une rotation tout autour de l'espace sécurisé central. Et finalement, l'idée c'est de faire une rotation en miroir entre la rotation des volailles et la rotation des lapins. Lapins qui, comme les oies d'ailleurs, tirent l'essentiel de leur alimentation de l'herbage, de l'herbe elle-même. Au contraire, plutôt les poulets, les poules pondeuses et les canards, eux, vont tirer le plus gros de leurs calories du grain. C'est vrai que c'est pas le même type de régime alimentaire. Donc, mettons par exemple que dans notre rotation sur une semaine N, eh bien, on est notre filet mobile avec les volailles ici. Eh bien, la même semaine N, on va avoir les cages mobiles où sont situés les lapins. Parce
que eux, ils vont être en cage mobile, donc c'est pas le même système que les volailles, hein. Ils ont des cages mobiles abritées qui sont à la fois simultanément leur espace d'habitat et ils prennent la nourriture. Et donc, sur cette semaine N, les lapins, eux, ils vont être à l'opposé. Ils vont être ici. Puis la semaine N+1, on va voir les volailles qui vont être, mettons, dans cet espace-là, et les lapins qui vont être ici. C'est calculé de façon, parce que vu la vitesse de pousse locale, vu la population de lapins et volailles, vu l'espace, vu le nombre de mètres carrés, eh bien, l'herbe est de temps de repousser entre chaque passage d'animaux, que les animaux soient des lapins ou des volailles. Voilà. Alors, si je zoome un peu plus sur l'espace, d'ailleurs, central, hop, on peut voir que on va avoir l'abri spécifique pour l'animal poule, donc les poules pondeuses et les poulets ici. Eux, ils ont ces animaux qui ont besoin de vraiment d'être bien plus protégés que les autres vis-à-vis des prédateurs, donc ils ont leur abri spécifique. Les canards et les oies, eux, sont dans des abris beaucoup plus sommaires, à la fois parce qu'ils sont plus rustiques et parce qu'ils se défendent mieux par rapport aux prédateurs, type niche de chien de récupération, par exemple. Donc ils sont sur le côté. Et puis on a donc une clôture bien solide de 2 mètres de hauteur, avec un enterré sur 30 cm de profondeur, là ancré avec des piquets de châtaignier de 2,50 m, dont 50 cm enfoncés dans le sol, enfin quelque chose de costaud. Pour que ça tienne le temps et que ça tienne la route aussi face à n'importe quel type de prédateur. Et il faut pas les négliger, hein. Même dans un contexte périurbain ici, il y a des prédateurs, par exemple le renard est bien présent dans la zone. Bon. Alors, oui, pour aussi situer la logique en termes de production, hop là, alors, je vais revenir sur la partie du rapport où je parle des élevages dont je viens de parler. Hop là. Alors, hop là. C'est pas bon. Voilà. Donc là, petit plan de coupe. Sur un côté, les piquets de châtaignier qui permettent de structurer, de tenir donc le grillage, et puis des portillons, tout est fait maison à partir de matériaux bruts, hein. Voilà, qui sont situés comme ça. Là, ça donne une façade comme ça de chaque partie de la zone sécurisée centrale. Alors pour expliquer la logique donc de production, on est parti de hop là, voilà. On est parti de l'objectif en termes de production, puisqu'on est sur une famille avec un régime omnivore, donc y compris la production en protéines animales. L'objectif, on est parti de 4 œufs de poule par jour. Voilà, ça va, pas très compliqué, avec 4 poules pondeuses, on est bon. 12 poulets par an, 6 canards par an, 4 oies par an et 12 lapins par an. On est parti de ça en termes d'objectifs de production. En prenant aussi en compte en parallèle le fait qu'il y a des contraintes juridiques sur les élevages de volailles. Alors c'est un peu complexe, je vais pas rentrer ici dans la complexité de la réglementation, mais pour qu'un élevage de volailles soit considéré comme un élevage domestique, il faut rester en dessous d'un certain seuil en termes de nombre d'animaux. Donc on a pris attention aussi à cet aspect-là pour être en dessous de ce seuil-là, puisque au-delà de ça, au-delà de ce qu'ils appellent 50 animaux équivalents, eh bien, on est considéré comme un élevage professionnel, et là, les contraintes réglementaires deviennent réellement importantes et contraignantes. Le choix, c'était de rester en dessous de ça. Voilà. Donc, on a finalement pensé les objectifs de production aussi en prenant en compte ces contraintes réglementaires. Et donc on est arrivé avec l'objectif aussi de pouvoir faire la reproduction sur le site, de pas dépendre d'arrivée de nouveaux animaux chaque année depuis l'extérieur, mais d'avoir à la fois des animaux reproducteurs adultes et aussi une production chaque année de nouveaux animaux. Et donc animaux reproducteurs, bon, on a 4 poules pondeuses, bon ça c'est pas pour la reproduction, c'est pour les œufs, c'est assez spécifique. Et puis et puis garder donc 3 poules pour la reproduction pour les poulets, mais par contre pas de coq,
Un canard mâle et 3 canards femelles, et de même une oie mâle, donc un jar, et 2 oies femelles. Alors, pour la rotation, sachant qu'on a en plus ce qui est un peu complexe, ce qui complexifie aussi la réflexion, si on veut planifier tout ça, c'est qu'ils n'ont pas aussi les mêmes rythmes en termes d'âge pour arriver à l'âge adulte où ils seront abattus. C'est 3 mois pour les poulets, 4 mois pour les canards, 6-7 mois pour les oies, et 4 mois pour les lapins. Donc, il y a cet aspect-là aussi de complexité dans le design. En tout cas, dans ce cas-là, on est arrivé sur le planning suivant. Eh bien, sur le mois de mars, le début, l'arrivée du printemps, il y a à la fois l'accouplement des lapins reproducteurs, alors sachant qu'on a donc 3 femmes reproductrices, un seul mâle reproducteur. Laisser les oies, en fait, puis les oies reproductrices également s'accoupler et couver leurs œufs. Avril, on a la naissance des lapins, éclosion des oies. En juillet, c'est l'abattage du lapin. Sur septembre, on achète des poussins de 1 jour. Si on n'a pas rêvé... parce que de prime abord, on s'est dit, ok, on va prendre un coq, sauf que la réflexion était que finalement, un coq, c'est très problématique en termes d'impact sur le voisinage. Souvent, ça passe pas du tout avec les voisins, donc on a décidé de pas partir sur l'achat d'un coq, mais par contre d'avoir gardé des poules quand même qui, elles, vont servir pour couver les œufs en achetant chez les éleveurs des œufs fécondés qui restent à couver. Solution qui est assez simple, finalement c'est assez simple de trouver ce genre d'approvisionnement-là et c'est très économique. Laisser les canards reproducteurs aussi s'accouper et puis couver leurs œufs en septembre. Donc, éclosion des canards en septembre. Et en décembre, abattage des poulets et des oies. Et en février, abattage des canards. Voilà. Si on veut faire quelque chose de complètement 100% autonome sur les élevages, il faut bien penser ces questions de tuilage au niveau du calendrier. Et c'est toujours un peu plus complexe comme ici, quand on est sur un système multi-espèces. Bon, alors je reprends le plan. Hop là. Donc ici, on est sur des parties plus de type, disons, jardin-forêt. Voilà, première implantation d'arbres du moins pour cet hiver 2022-2023. Après, bien sûr, il y aura de la place pour densifier sur les années suivantes. Dans les parties proches du cours d'eau ici, on a des zones qui sont pas détrempées mais qui restent fraîches sur l'année. Donc ça, il y a assez finalement peu d'espèces où on est vraiment sécure, l'espèce fruitière, on est vraiment sécure dans ce genre de situation. C'est pour ça qu'on est parti sur du noisetier, uniquement sur du noisetier et du laziminier, qu'on va trouver donc ici et ici, dans ces espaces particuliers-là. Sinon, sur le reste de l'espace, il n'y a pas de contraintes particulières au niveau du sol. Voilà, donc on est plus parti sur des sujets haute tige ou francs, des grands sujets. Même des très grands sujets avec les châtaigniers, hein, c'est les F10, ce sont des châtaigniers. Je précise que, heureusement, un plan c'est toujours accompagné d'une légende. Je vous la présente ici. Alors, on pourrait faire stopper la vidéo pour regarder dans le détail si vous voulez. Je vais pas vous faire toute la liste, ça sera un peu roboratif. Mais on a en tout cas une belle diversité avec, au total, on est parti sur 38 espèces d'arbres et arbustes fruitiers. Hop là, je reviens au plan. Et puis toujours sur la légende, d'ailleurs, avant de revenir sur le plan, il y a aussi les espèces donc pour le bocage. Là aussi, on peut faire arrêter la vidéo et pour regarder ça dans le détail si ça vous intéresse. L'idée, en tout cas, ce qui a été notre fil directeur, ça j'ai oublié de mentionner dans la composition des essences, c'est aussi bien de partir sur des essences traditionnelles du bocage breton, comme la bourdaine par exemple, que d'avoir des espèces qui vont plus du sud, plus adaptées à des températures plus élevées, pour s'adapter, pour avoir plus de résilience au niveau climatique, pour pouvoir s'adapter surtout sur l'épisode de sécheresse et de canicule, comme par exemple l'érable de Montpellier. Voilà, donc ce mix finalement entre ces deux types-là, grosso modo, d'espèces dans le design. Alors, je reviens au plan général.
réfléchis, est-ce qu'il y a un point important dont je vous aurais pas parlé? Non, j'ai l'impression qu'on a balayé les grandes parties du design. Bon, écoutez, là, je pense qu'on a pu faire le tour. Bon, comme d'habitude, si vous avez peut-être des questions sur certains points, et peut-être certains points qui n'ont pas été clairs, vous pouvez mettre en question dans les commentaires. J'y répondrai dès que j'aurai du temps pour ça. Hop là. J'espère en tout cas que ça aurait pu être inspirant pour vous, donner quelques idées d'aménagement d'un site. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment, je trouve, très poussé en termes d'autonomie alimentaire pour une famille, pour une échelle familiale. La seule chose qui manquerait, si on voulait atteindre absolument 100% d'autonomie alimentaire, c'est la production de céréales. Mais ça, c'est un choix de la famille de ne pas partir sur ce genre de culture. Mais bon, dans le pré-verger, dans la partie est, eh bien, il y aurait potentiellement suffisamment de place, si on enlevait les moutons, mais il y aurait suffisamment de place pour faire ce genre de culture. Donc en tout cas, même si on ne le fait pas au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi important de comme ça se donner des marges d'action pour que on puisse faire une production dans le futur, même si on les fait pas maintenant. En l'occurrence, il y avait, j'ai vérifié, j'ai fait une disposition des arbres en pré-verger aussi de façon à ce que, bien, potentiellement, si dans le futur on se retrouve à partir sur ce genre de culture, eh bien, il y a suffisamment de place avec la condition d'enlever les moutons et de les mettre ailleurs. Voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus aussi sur ce que je propose en termes d'offres de conseils, de design, d'accompagnement pour des projets d'écolieux de façon générale, je vous ai mis le lien sous la vidéo, sur mon site internet, je présente ça de façon, je pense, très complète, avec pas mal d'exemples. Il y a aussi une playlist sur cette chaîne YouTube de design que j'ai pu faire et que je présente. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous inspirer, vous donner de nouvelles idées, de nouvelles pistes. Et puis que dans ce monde qui est compliqué, qui est en pleine mutation, vous arrivez à trouver votre voie, que vous puissiez voir la vie s'épanouir en vous et autour de vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt.